Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous joindre à nous sur Canal Algérie. La Palestine devient l'un des États membres de l'ONU, un événement symbolique puisque la Palestine n'a toujours pas le droit de vote, même si elle siège désormais aux côtés des membres permanents des Nations Unies. Une adhésion qui intervient 341 jours après le début du génocide dans la bande de Gaza. C'est près d'une année de massacre de masse des Palestiniens, de torture, de soif et de famine, d'épidémie et de destruction aussi de la vie palestinienne. Le génocide s'est à présent déplacé vers la deuxième ville palestinienne occupée de Cisjordanie. Plusieurs gouvernorats tels que Naplouse, El Khalil et Tulkaram sont désormais ciblés avec le même acharnement de l'armée d'occupation qui fait face à une résistance palestinienne déterminée. Les négociations internationales menées par l'Égypte et le Qatar piétinent et après le débat des deux candidats à la présidentielle américaine, on sait désormais que les USA ne comptent pas réfréner les criminels sionistes. Washington a même repris la livraison à l'entité sioniste des missiles lourds. Il y a 2 jours, l'armée sioniste a largué 5 bombes de fabrication US d'une tonne l'unité sur une vingtaine de tentes de réfugiés, enterrant des familles entières dans le sable d'Al-Mawassi à l'ouest de Khan Younes. L'armée d'occupation a aussi violemment attaqué hier dans la nuit des positions du Hezbollah dans le sud Liban et affirme que le mouvement de résistance libanais était désormais sa priorité. Nos invités pour en parler, d'abord sur le plateau, maître Fatma Zohra Ben Baraham, avocate, juriste et chercheuse en droit de l'histoire. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Kamal Mansari, directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant et consultant de Canal Algérie pour les questions internationales. Bonsoir à vous. Bonsoir. Également avec nous via Skype depuis Paris, maître Gilles Devers, avocat de la cause palestinienne devant les juridictions internationales. Bonsoir maître, merci d'être avec nous. Bonsoir, très heureux de cette rencontre. Merci à vous. Et Gamal Abina est également avec nous via Skype. Vous êtes journaliste et analyste des questions internationales. Merci également d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation à nouveau. Alors, on va commencer avec vous, maître Fatma Zohra Ben Baraham, même si elle n'est pas encore pleine et entière. L'adhésion de la Palestine aux Nations Unies a donc l'ouverture de la session de l'Assemblée générale doit être considérée comme une percée diplomatique de la cause palestinienne. Tout à fait. Tout à fait. C'est une véritable réussite grâce, évidemment, d'abord à toutes les sociétés à travers le monde qui ont manifesté leur sympathie à la Palestine et qui ont également demandé que cette Palestine soit un pays à part entière. Grâce aux avocats, comme mon confrère que je salue, maître Gilles Devers, qui a fait un effort considérable depuis des années pour d'abord, dans des premiers jugements des cours pénales de la Cour internationale, pour affirmer et confirmer que l'État de Palestine se compose donc des entités qui sont actuellement les leurs, avec leur capitale qui est Al-Quds. Donc, il y a eu des efforts sociologiques, des efforts juridiques et enfin des efforts politiques. Parce que même si en masse l'Europe et les États-Unis se sont liés pour un négationnisme total de la Palestine, eh bien, il y a d'autres États, et à leur tête, je dirais mon pays dont je suis très fier, qui a affirmé, confirmé et continué sans cesse de réclamer la position de la Palestine comme pays à part entière dans les organisations internationales. Et l'ONU a été le dernier des bastions. Ça n'a pas été facile d'y adhérer, mais aujourd'hui, au moins, on rappelle que c'est au niveau de l'Assemblée générale, c'est pas au niveau du Conseil de sécurité. Oui, mais ça ne fait rien. C'est déjà c'est un pas de... C'est un pied à l'étrier. On ne peut pas monter au 3e étage si on ne franchit pas le premier. Donc c'est un palier qui va sans aucun doute propulser la Palestine vers un autre palier pour être membre à part entière. Justement, c'est la question que j'aimerais poser à maître Gilles Devers. Rappelons que les USA, qui défendent sur le papier, maître, la solution des 2 États, mais qui ont bloqué au Conseil de sécurité l'adhésion de la Palestine en tant que membre de l'ONU. Alors, est-ce que l'achèvement de ce processus de la Palestine en tant que membre plein et entier au niveau des Nations Unies pourrait prendre encore des années ? Vous savez, vous connaissez l'histoire et le public algérien encore mieux, que c'est un blocage qui a lieu depuis l'origine, depuis 1949, c'est-à-dire
qu'à tout moment, les États-Unis ont toujours tout fait pour Israël et absolument tout refusé aux Palestiniens, avec un discours, avec des conférences, avec des traités d'Oslo, avec des choses un petit peu anecdotiques comme cela. Mais il y a un refus qui existe toujours. Or, pour que l'État de Palestine soit membre de plein droit avec tous les droits et devoirs, il faut passer d'abord par le Conseil de sécurité et systématiquement les États-Unis opposent le veto. Donc qu'est-ce qu'on a nous à montrer? On a montré qu'ils sont dans une position du plus fort parce qu'ils ont le droit de veto, mais du plus faible parce qu'ils s'accrochent de manière dérisoire à ce pouvoir pour en faire des abus. Et l'année 2024 a été extrêmement productive pour la Palestine, parce qu'on a maintenant cette réalisation ici, mais nous avons également la décision de la Cour internationale de justice qui a dit l'État de Palestine. Donc la Cour internationale de justice, c'est l'autorité judiciaire, et au niveau de la Cour pénale internationale, la Palestine est enregistrée comme État, et le procureur, avec qui nous ne sommes pas d'accord sur d'autres choses, elle fait les recours en visant l'État de Palestine. Oui. Et un autre truc à côté qui refuse le droit international qui s'appelle Israël. C'est les États-Unis, c'est ce que vous dites. Votre avis, Kamel Mensale, d'autant que l'Algérie a pu convaincre la Ligue arabe justement aujourd'hui de demander le gel de la participation de l'entité sioniste aux travaux de l'Assemblée générale. Au niveau donc des Nations Unies, les ministres des Affaires étrangères vont donc introduire cette procédure et pour non-respect des buts et principes de la charte onusienne, ainsi que pour menaces que cette entité représente pour la paix et la sécurité internationale. Évidemment, parce que cette entité se place au-dessus des lois. Au-dessus des lois et surtout, elle décide d'être justement un État voyou. Donc on est face à un État qui ne reconnaît même pas les législations internationales. Si on compte combien les résolutions de l'ONU ont été rejetées par Israël, c'est une soixantaine. Donc depuis que le conflit israélo-palestinien est mis sur la table des Nations Unies. Donc nous sommes face à une réalité nouvelle. Certes, bien sûr, c'est une victoire diplomatique importante pour un pays qui était simple observateur, qui se retrouve maintenant pratiquement à part entière siégeant au sein des Nations Unies, parce que ça va ça va lui permettre surtout de mieux défendre sa cause, d'être plus présent, de créer ce qu'on appelle des groupes de soutien, comme ça a été le cas pour la révolution algérienne, on s'en rappelle. Oui. Donc on revient aussi à une logique, celle de 1974, lorsque l'Algérie avait demandé l'expulsion des délégations israéliennes, au temps où c'était vraiment, après une crise de 73, on est revenu à ce que les Israéliens ne voulaient même pas appliquer l'accord qui était signé sous la supervision américaine entre la partie arabe qui est celle de la Jordanie, l'Égypte et la Syrie, et bien sûr Israël. Donc on est face à une litanie de refus, à une litanie de situations qui ne se terminent plus, qui ne se terminent pas, qui s'accentue aujourd'hui, qu'on la voit avec une férocité extraordinaire, celle du massacre au quotidien des Palestiniens, avec des armements des plus sophistiqués, très lourds, justement pour effacer la question palestinienne. C'est-à-dire, le but israélien a été toujours, parce que si on pose la question pourquoi il n'y a pas un État palestinien, parce que les Israéliens, l'entité sioniste, a toujours travaillé à faire en sorte à ce que l'État n'a pas sa géographie. Donc elle efface la géographie. En effaçant la géographie, on négocie la question de l'État tel que reconnu après les frontières de 67 n'est plus d'actualité. C'est-à-dire qu'il faudrait revenir aux frontières d'avant juin 67 pour pouvoir réclamer ce droit. Donc c'est l'Algérie et d'autres pays, évidemment, ont déjà mis en avant cette revendication. Et nous sommes dans une phase où plusieurs pays sont en train de reconnaître l'État palestinien. Oui, en Europe, qu'est-ce qu'on fait des pays arabes, notamment, qui normalisent avec l'entité sioniste et qui, aujourd'hui, sont d'accord pour aller sur ce type de procédure? Ce sont deux démarches différentes, bien évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont des relations étroites avec Israël, mais sont contre ce qui se produit actuellement à Gaza. C'est un génocide. Il y a un crime de masse. Nous sommes face à des crimes inouïs qui n'ont jamais été, qui sont reprouvés par la Cour de justice internationale et qui sont condamnés. Maintenant, nous sommes arrivés au stade de réclamer la tête de Netanyahou et de Galland comme
criminels de guerre. Donc il y a une procédure pour leur arrêt, pour des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Oui. Donc c'est pour ça que même s'il y a des pays qui ont des relations avec Israël, il y a quand même cette logique de refus d'un état de fait, d'une réalité abominable que subissent les Palestiniens depuis le 7 octobre 2023, donc nous sommes face à une réalité. Donc on peut faire la part des choses. Il y a des pays qui peuvent quand même faire la part des choses et dire, même s'ils ont des relations avec Israël, ils peuvent quand même aller au-delà de cette relation pour revendiquer à ce que la question du génocide, la question de faire c'est-à-dire pénaliser Israël, prendre des sanctions contre elle, devient d'actualité et importante. Donc c'est pour cela que c'est vrai que la démarche n'a pas encore mûri, qu'il y a cette revendication, mais quel est le poids de la Ligue arabe au sein des Nations Unies? Quel est le poids? Est-ce qu'on peut arriver un jour à brasser des adhésions pour pouvoir convaincre les 193 membres du Conseil de l'Assemblée Générale pour justement arriver à ce qu'Israël soit exclu exclu de l'Assemblée Générale? Dont l'adhésion peut être gelée. Oui, mais le plus important, c'est de l'exclure de l'Assemblée Générale. Oui. Et c'est possible puisqu'il n'y a pas de veto au niveau de l'Assemblée Générale. C'est pas comme la configuration du Conseil. Ça peut être un vote, ça peut être, comment on dirait, une décision unanime. Oui. Gamal Abina, votre avis aussi sur cette question, finalement, ce génocide qui est en train de perpétrer l'entité sioniste à Gaza et aussi en Cisjordanie, puisque c'est en train aussi de prendre forme, devient contre-productif pour l'intérêt de cette entité terroriste? Je ne sais pas si c'est contre-productif, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on accepte ce qui est inacceptable, à savoir le fait que cet État qui a été fabriqué par l'Occident, qui est une colonisation, une excroissance occidentale, puisse continuer à perpétrer des crimes de guerre massifs, alors qu'en vérité, ils sont condamnés depuis des décennies. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est les négociations sur la base de... Déjà, on dit normalisation, c'est pas normal, ça s'appelle trahison. Quand on fait la paix avec un État qui massacre un peuple, et que cet État qui massacre le peuple, c'est un peuple arabe qui est quand même tué, et que les chefs d'État arabes, pas les peuples, les chefs d'État, donc des chefs traîtres arabes, font la paix avec cet État, c'est qu'ils considèrent que les Palestiniens n'ont pas de valeur à leurs yeux et que c'est une cause qui n'intéresse personne. Le problème, c'est que la cause palestinienne est dans le cœur de toutes les populations arabes, d'est en ouest. Donc moi, ce qui me surprend le plus, les termes me gênent. Je n'utilise pas le terme de normalisation parce que c'est pas normal de faire la paix avec un État génocidaire. Ensuite, ils n'aiment pas quand on dit génocidaire parce qu'ils croient être les seuls héritiers du génocide. Ouais. Rappelons que ceux qui les soutiennent le plus sont des génocidaires. L'État américain s'est bâti sur la mort de millions d'Indiens. L'État américain s'est bâti sur une puissance impériale qui a tué 3 millions de Vietnamiens, pratiquement 2 ou 3 millions de Coréens. Je ne parle même pas de l'Irak. 3 à 4 millions, on a des chiffres faramineux. Donc ça ne les dérange pas de voir 200 000 Palestiniens, 300 000, 500 000 tués. Ce n'est pas un problème pour l'Amérique. Ouais. Et surtout, il ne faut pas perdre de vue une chose importante. On est en train de se demander si on doit aller sur les frontières de la défaite de 67. Comme si on pouvait établir un État sur la base d'une frontière d'une défaite militaire. Non, les accords qui ont été imposés aux pays du Sud, en l'occurrence globale, qui étaient les accords de 47, donc ces fameuses partitions de la Palestine qui donnaient quasiment 53% en faveur d'Israël et 47% en faveur des Palestiniens qui sont chez eux. Il faut rappeler quand même qu'on est mis chez eux et on leur dit on prend la moitié de vos terres. Hein. Eh bien, c'est là-dessus qu'on devrait négocier les accords. C'est sur cette base-là, sur ce vote qui est imposé, et pas sur les défaites de 67. Et l'autre aspect important de ne pas perdre de vue... Pardonnez-moi, Gamal Abina, vous voulez dire quoi? Revenir à avant 67, c'est ce que vous voulez dire? Ah, bien sûr. À la création de cette entité sioniste en 48? Tout à fait. Et je trouve même pas normal qu'on se demande s'il faut reconnaître l'État palestinien qui a été consacré à Alger en 88. Qui sont ces États occidentaux qui ont créé l'ONU et qui, le jour où ils ont signé ce plan de partage imposé, ne reconnaissent pas l'État qu'ils ont imposé avec une minorité sur le territoire, à savoir l'État palestinien. Il existe depuis 1947 l'État palestinien, depuis que les Anglais, avant le départ des Anglais, mais il est consacré à ce moment-là. Et aujourd'hui, ces mêmes occidentaux vous disent on va prendre le temps, on va réfléchir, il y aura peut-être des moyens. Non, il faut être un peu sérieux. Si on doit revenir sur une négociation, c'est d'abord sur les accords de l'ONU de 1947. C'est ça la loi. Mais est-ce 67, que ça vous c'est pas la loi de l'ONU. Est-ce que ça vous paraît possible au vu de la situation aujourd'hui? Vous savez... Parce que c'est du domaine de l'utopie, c'est ce que je veux dire. Oui, comme la guerre d'Algérie était l'utopie en 1954. Ouais. Tout le monde pensait qu'ils ne gagneraient pas, à la fin on les a virés. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas une question d'utopie. C'est une question de rapport de force internationaux d'abord, parce que l'Occident est en déclin, et tant mieux. C'est une question de rapport de force de la résistance d'un peuple palestinien. Une fois, j'ai fait une émission récemment où j'ai, de façon ironique, utilisé le terme des Occidentaux.
Alors c'était très ironique, malheureusement j'ai pas souri, donc les gens n'ont pas compris que j'ironisais. Et j'ai dit les sauvages du Hamas ont attaqué le 7 octobre. Évidemment que j'ironisais. Les sauvages sont en face. Les Palestiniens se défendent chez eux. Ouais. Et lorsque je fais cette ironie, c'est pour utiliser la terminologie de ces barbares qui considèrent que les Arabes et les Palestiniens en particulier sont des animaux humains. Ouais. Comment peut-on avoir des rapports normaux avec des gens qui vous prennent pour des sous-hommes? Ouais. Je suis désolé, mais les nazis faisaient la même chose, ils ont été punis. Aujourd'hui, vous parlez d'utopie. Quand l'Algérie est libérée en 1954, elle démarre, on n'y croit pas du tout. Elle est libérée 7 ans et demi plus tard avec évidemment 1,5 million de morts. Eh bien la Palestine aujourd'hui c'est difficile, c'est vrai, mais je suis désolé. 11 mois de guerre, bientôt 1 an de guerre, et l'État sioniste, avec le soutien total de l'Amérique et de l'Occident, est incapable de venir à bout de la résistance palestinienne. Donc il arrive un temps où les crimes sont perpétrés, visibles, documentés, mais ça va être difficile de tenir sa position, sachant que les ennemis autour sont de plus en plus nombreux, les détestent à un niveau extraordinaire et que le reste des populations du monde entier, je ne parle pas de la Palestine, je parle du monde entier occidental et du sud global, sont tous en faveur des Palestiniens. Donc les Palestiniens ont déjà gagné dans le cœur des gens, Oui. Maintenant ils doivent gagner sur le plan politique et militaire. Justement, Maître Ben Brahim, le déplacement du génocide vers la Cisjordanie ne laisse plus aucun doute sur un peu les plans génocidaires donc, de l'entité sioniste, et c'est un véritable nettoyage ethnique Tout à fait. qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, ces notions peut-être ne sont pas très bien comprises parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas vu des images pareilles, on n'a pas vu un flux d'images et de vidéos qui nous proviennent de Gaza, pareil, ces conflits n'ont jamais été aussi documentés que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Il faudrait peut-être les expliquer aujourd'hui. Et ça dérange beaucoup Netanyahou puisqu'il réclame à ce que toutes ces images soient retirées du champ visuel, Oui. parce que ça considère une véritable preuve Oui. du crime contre l'humanité qu'il est en train de mener. Donc aujourd'hui on assiste à une expansion du génocide. C'est-à-dire que ce génocide se déplace vers une autre zone qui était plus ou moins sécurisée et qui avait été promise par Netanyahou de rester sécurisée. Ouais. Vous avez lâché le mot le plus important. Comment allons-nous qualifier ce qui se passe en Palestine? Que sont en train de faire les sionistes? Est-ce que c'est un fait nouveau à partir né du 7 octobre, ou alors c'est une réflexion beaucoup plus lointaine dans le temps, donc ça a été combiné, stratifié, organisé depuis très longtemps, bien avant 1948. Bien avant 1948. Et en parlant de ce nettoyage ethnique, j'ai ramené avec moi un livre d'Iliane Papé qui s'appelle « Le nettoyage ethnique de la Palestine ». Ce livre n'était pas tellement lu avant le 7 octobre. Mais à partir du 7 octobre, lorsqu'on a commencé à voir l'étendue de ce génocide, on s'est posé la question pourquoi et comment. Et là, nous avons eu deux axes. Le premier axe, c'est d'aller vers le Talmud. Et là, on s'est rendu compte que parmi les 6 principes qu'il contenait, il y avait un principe qui disait « Prenez la terre de qui que ce soit, là où elle se trouve, elle est à vous ». C'est un des principes. Le deuxième principe, les êtres humains, autres que les juifs, sont des animaux. Troisièmement, vous pouvez tuer de vos mains toute personne qui n'est pas juif. Donc déjà, dans les textes religieux, ces 3 principes sont appris aux enfants, aux adultes et aux moins adultes. Donc ça, c'est sur le plan théologique. Le Talmud aussi préconise l'extermination des 7 peuples de la région. Oui, oui, Donc, c'est pour ça que je parlais d'expansionnisme. Et quand on revient à l'explication du nettoyage ethnique de la Palestine, je parlais du livre. À partir du 7 octobre, aux environs du 10 octobre, ce livre a été retiré de la vente. Vous ne trouvez plus aucun livre de Liane Papé. C'est fini. C'est pour que les gens ne puissent pas lire, ne puissent pas comprendre. En Europe, vous voulez dire en France? Partout à travers le monde. Il a été retiré. N'oubliez pas que les sionistes, c'est des gens qui ont leurs ramifications à travers le monde. Le monde de la littérature, le monde de l'audiovisuel, de l'information, etc. est entre leurs mains. Et ceci est une véritable bombe. Alors c'est quoi le nettoyage ethnique? Si on revient, par exemple, au statut de Rome, on va nous parler de génocide. C'est un crime reconnu
donc juridiquement, dans les textes internationaux. Mais pas le nettoyage ethnique. Pas le nettoyage ethnique. Il n'a pas de fondement juridique, le nettoyage ethnique. Et alors, quand on veut savoir c'est quoi un nettoyage ethnique, on va voir. On définit ça comme une tentative de création d'une zone géographique à homogénéité ethnique par, premièrement, la violence. C'est ce qui se passe. Oui. Deuxièmement, la déportation. Oui. C'est ce qui se passe. Oui. Troisièmement, le déplacement forcé. C'est ce qui se passe. Donc voici les trois grands moyens, les principaux pour le nettoyage ethnique. Et le nettoyage ethnique, c'est pourquoi et c'est quoi? C'est pour dégager une zone où ils vont s'installer, tous les juifs vont s'installer et les sionistes, une zone où il n'y aura pas d'Arabes, il n'y aura pas de Palestiniens. Ils vont effacer cette ethnie de cet espace géographique. Et comment se fait-il que le nettoyage ethnique n'est pas de fondement juridique jusqu'à maintenant? On reconnaît le génocide. Le génocide est reconnu comme un crime contre l'humanité. Et il est reconnu sur le plan du droit international comme un crime imprescriptible. Mais vous ne trouverez pas un nettoyage ethnique. Vous ne le trouvez pas. Le nettoyage ethnique, c'est le moyen de réaliser le génocide. Oui. Parce qu'il y a une population, il y a une terre qui est convoitée, et que faut-il faire? Il faut éliminer ces gens par tous les moyens. Et comme le meurtre est permis dans la religion judaïque, alors tous les moyens sont bons. Vous avez parlé des États-Unis. Il faut d'abord essayer de voir quelle est la composition ethnique du gouvernement des États-Unis. Actuellement, on est en train de nous parler des présidents français, par exemple, qui sont passés depuis des années à la tête donc de l'État français. Combien d'entre eux sont d'origine sioniste? C'est un nombre extraordinaire. Et pour les États-Unis, c'est à peu près la même chose. Une origine, c'est une obédience, une orientation une obédience. politique. Une obédience. Et les États-Unis, c'est exactement la même chose. Les banques sont entre leurs mains. Les grandes firmes sont entre leurs mains. Les armes sont entre leurs mains. Les décisions politiques sont entre leurs mains. Donc, moi, je me dis de temps en temps que les États-Unis, c'est-à-dire les États-Unis en tant que pays, c'est un clown qu'on peut manipuler discrètement comme on veut. La preuve, c'est que, comme disait mon confrère maître Devers, vous avez vu toutes les armes qu'on est en train de donner? Tout ça, c'est pourquoi? Une arme, c'est pour tuer. Alors, et non seulement pour tuer, mais ils ont un double objectif. Tuer et également expérimenter les nouvelles armes sur des citoyens. Et c'est quelque chose qui se passe aussi même au Liban. Alors sur le terrain, Kamel Mansaleh, l'armée d'occupation, on le disait, a déplacé ce génocide de Gaza vers la Cisjordanie, et même au niveau des Nations Unies, on prévient que la situation est en train de ressembler à ce qui se passe à Gaza. Alors que les bombardements... Alors, vous avez le ministre de la Défense de l'entité sioniste qui affirme avoir fait du Hezbollah libanais sa priorité, beaucoup plus que Gaza. Et il dit que le Hamas ne représente plus une aussi grande menace qu'il y a une année, alors que les bombardements et cette agression sauvage sur Gaza est encore plus féroce que les mois précédents. Comment l'expliquer ? Non, prétendre que Hamas ne représente aucun danger, c'est vraiment une... Moins, c'est ce qu'il dit en tout cas. Oui, mais c'est presque, dire en langage journalistique, c'est une fake news. Donc le contraire. Jabalia, qui était le nord de Gaza, que les Israéliens disaient qu'ils contrôlaient. Non, il y a au moins aujourd'hui les opérations de la résistance ont repris, et puis le Hamas annonce le recrutement et le recomposition, et puis le déploiement de 3000 combattants. Donc, aussi, le plus important, c'est le nord, parce que c'est la partie première qui a été, parce que lorsque vous avez parlé de nettoyage ethnique, il a été annoncé par les officiels israéliens de créer une zone tampon au nord, parce qu'il faut rappeler une chose, ce qu'on appelle le bouclier au sud, c'est des terres de Gaza. Gaza a été déjà
comme on dirait, compartimenté. C'est déjà coupé du territoire initial de Gaza qui est plus grand que celui actuellement. Donc la partie nord va encore servir les Israéliens ont pour objectif de la vider de sa population et de justement installer une zone supplémentaire. Il faut rappeler que toute la population de Gaza n'a pas quitté le nord, justement pour résister à cette déportation. Surtout le camp Jabalia. Ils sont toujours présents là-bas. Donc les opérations de résistance se poursuivent. Et le plus grave, c'est que les Israéliens qui n'ont pas trouvé de solution, parce que l'objectif initial était la libération des otages, l'anéantissement du Hamas et justement l'élimination de toute menace dans le nord, et la libération des otages n'est pas arrivée. Ils n'ont pas conclu, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que c'est ça un petit peu qui les rend en quelque sorte plus génocidaires que jamais en expérimentant, en utilisant des bombes d'une puissance inouïe. Et ça avec la complicité américaine. Il faut rappeler que cette guerre n'est pas menée par Israël seulement, par les États-Unis et la Grande-Bretagne depuis le 8 octobre, lorsque les États-Unis ont déployé le porte-avions Gerald Ford. Donc c'était question pour le Pentagone de participer, d'être les gestionnaires et les conseillers directs militaires des Israéliens sur le terrain. Donc le nettoyage ethnique orchestré ou exécuté par Israël, il est fait avec la participation et la complicité américaine. Donc il n'y a pas seulement un coupable, mais sinon deux à trois coupables qui sont les Britanniques et les Américains en premier. Parce que fournir des armes, c'est être aussi coupable de génocide. Donc on ne peut pas simplement parler que des Israéliens ou des sionistes. Donc, mais pour répondre à ma question, est-ce qu'il y a un enlisement de cette armée dans Gaza, mais qui déplace en même temps la situation en Cisjordanie a commencé avant le 7 octobre, c'est-à-dire que l'éclatement de l'intifada ou de la résistance, les opérations de la résistance palestinienne ont précédé ce qui s'est passé avec les terriers de Lyon, les groupuscules indépendants qui avaient commis des opérations de résistance contre les Israéliens dans la profondeur, dans les terres palestiniennes occupées depuis 1948. Donc il y a eu déjà, et le 7 octobre est venu en appui, parce que c'est pour ça qu'il a été appelé le déluge al-Aqsa, pour apporter justement cet apport. C'est une continuité. C'est une prolongation de ce qui se passait en Cisjordanie. Et maintenant la Cisjordanie qui reprend le flambeau, parce qu'il ne faut pas oublier que la résistance n'a pas été confinée. C'est vrai que les habitants de Gaza ont essuyé le plus grand opérations, c'est-à-dire a payé le plus grand tribut, mais en même temps en Cisjordanie, qu'il faut rappeler, est un territoire occupé. C'est un territoire occupé aussi. Il n'est pas simplement... S'il y a l'autorité palestinienne... Parce que l'armée israélienne, elle s'introduit, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre de ses mouvements. L'autorité palestinienne ne peut rien faire et parfois elle est même suspectée de complicité avec les Israéliens. Donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui la reprise. Et puis il faut l'intifada de 87 ou 2002, elle a commencé en Cisjordanie. Donc le flambeau de la résistance a commencé en Cisjordanie et aujourd'hui, surtout le cœur de cette intifada a été Jenin. Aujourd'hui, Jenin subit vraiment un autre génocide similaire à celui de Gaza. Au départ, Jenin, mais ça s'est étendu aux autres gouvernorats de la Cisjordanie. Qui aurait pensé qu'un jour Jéricho, Ariha qui était la plus calme, c'était la plus contrôlée par l'autorité palestinienne, qui était la plus paisible ou pacifique, devient aujourd'hui, elle aussi, elle fait partie de la résistance. Et ça, il y a aujourd'hui une réalité nouvelle qui s'est ajoutée au fait que des non-palestiniens, ou bien des Jordaniens par exemple, qui entrent en Israël et qui commettent des opérations kamikazes ou de martyrs pour justement démontrer que la question palestinienne n'est pas réduite à Gaza ou en Cisjordanie, mais elle s'étend à d'autres régions. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui le Yémen, le combattant au Yémen, en Syrie, en Irak et au Liban Sud, participer justement à cette résistance. On va poser aussi la question à Gamel Abina, justement, comment expliquer la résilience de cette résistance palestinienne désormais étendue à tous les territoires occupés, pas qu'à Gaza, et est-ce que finalement ce n'est que le début de ce génocide et de ce conflit en général dans toute la région?
C'est que le début, il y aura pas de, ça ne s'arrêtera pas parce qu'il n'y a pas de solution pour les Palestiniens, ça fait trop longtemps que ça dure. Et effectivement, il y a un effet contagion. On utilise les mêmes méthodes, je parle des sionistes, donc les barbares, qui utilisent des méthodes habituelles, des massacres de masse, on leur a des bombes de 1 tonne qui détruisent des immeubles en 1 seconde, on massacre les populations de façon délibérée, on détruit les hôpitaux, les écoles, enfin, aucune règle de la guerre n'est respectée par ces barbares, soutenus par l'Amérique, il ne faut jamais l'oublier. Et donc oui, c'est le début, et en même temps, ils utilisent quoi? Ça, c'est l'arme absolue, c'est vraiment extraordinaire que personne ne fasse attention à ça. Quelle armée fait la guerre avec des bulldozers? Et ça renvoie à quelque chose de très sale, hein, parce qu'en 82, avec les massacres de Sabra et Shatila, la première chose qu'ont fait les criminels, soutenus par Israël encore une fois, les criminels phalangistes chrétiens, extrémistes, racistes, d'extrême droite, hein, les phalanges chrétiennes s'inspirent des phalanges espagnoles, donc ça en dit long sur la filiation idéologique, et ils ont utilisé les bulldozers pour raser totalement les camps de réfugiés qui avaient été massacrés, Sabra et Shatila, et pour essayer de masquer leurs crimes. Eh bien, les sionistes font la même chose. Par contre, je voudrais quand même apporter un petit bémol assez lourd, c'est important, parce que j'ai entendu quelque chose tout à l'heure qui m'a dérangé. Quand j'ai entendu tel ou tel Américain ou tel décideur de banquier serait d'origine sioniste. Ça laisse entendre des choses qui sont plutôt mal dites, je pense que c'est une maladresse. Ils ne sont pas d'origine sioniste, ils sont sionistes et ne sont pas juifs. Parce qu'il faut savoir que le sioniste, c'est 100 millions d'Américains chrétiens. C'est important de le rappeler. 100 millions d'Américains chrétiens sont sionistes. Les juifs, dans le sionisme, sont minoritaires. Ils représentent à peu près 8% du total des sionistes dans le monde. Donc il ne faut pas caractériser ça par la faille juive qui fait croire que c'est elle qui caractérise le sionisme. Eux sont mis devant. Les sionistes sont derrière, bien planqués, et alimentent la guerre. Oui, ceux qui ont créé le sionisme sont européens. Ceux qui ont créé la colonisation palestine sont européens. C'est Georges Picot et Michael Sykes. Ils ne sont pas du tout juifs. Il faut faire très attention au terme parce qu'ils n'ont pas d'origine. Ça renvoie à une ethnie et ce n'est pas le cas. Je finis mon propos. Gamel Amina, oui, je fais très attention à ce terme. Et je ne généralise pas, mais lorsqu'on voit que les grands détenteurs des grandes firmes internationales, des grands fonds bancaires, eh bien, c'est des sionistes. C'est des juifs sionistes. Mais ils ne sont pas juifs. Voilà. Non, ils ne sont pas tous juifs. Voilà. Je veux dire qu'ils ne sont pas tous juifs. Mais l'obédience politique, elle existe. N'est-ce pas? C'est une idéologie. Je prends un exemple très concret. En France, vous avez des hommes d'affaires qui sont très, très sionistes. Vincent Bolloré, un catholique chrétien breton. Je suis tout à fait d'accord avec vous, tout à fait d'accord. Leclerc, chrétien breton et sioniste, parce qu'ils ont des intérêts à défendre et qu'ils veulent contrôler la région. Donc c'est un porte-avions qu'on a maquillé comme soi-disant retour d'un peuple chez lui, alors qu'ils ne sont pas chez eux, c'est les Européens. Et on a utilisé les juifs arabes, effectivement, qui ont cru en ce mythe, soi-disant de retour chez eux. Et récemment, j'ai discuté dans un débat avec un type qui est de la Tzedek, donc qui fait partie du JFP, l'Union juive pour la paix, qui est juif algéro-tunisien, donc c'est un gars de chez nous, qui a dit « Je regrette d'avoir été embarqué là-dedans. Mes parents ont complètement déliré avec ce sionisme parce que c'est une idéologie raciste, elle est racialisante. Oui. » J'ai écrit un texte récemment chez Mediapart où j'expliquais que c'est une ethnocratie, non pas une démocratie. C'est un système démocratique qui favorise une ethnie sur les autres. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que l'ethnie, comme par hasard, est occidentale. Les juifs arabes en Palestine n'ont pas de pouvoir, ils valent rien. Les juifs et l'achat, pire encore, et on ne parle pas des Palestiniens. Donc il faut faire très attention. Le caractère raciste existe, mais c'est un caractère occidental parce qu'ils ont inventé le racisme, parce qu'ils l'ont appliqué avec célérité entre eux et qu'ils l'ont appliqué dans les pays du Sud. Donc ne nous trompons pas de combat. Les juifs, pour les occidentaux, sont des sous-hommes comme nous. Maître Gilles Devers, vous avez donc conduit un groupe de 600 avocats à la CPI. Le procureur de la Cour pénale internationale appelle les juges à émettre les mandats d'arrêt d'urgence en raison de la criminalité continue de l'entité sioniste. La plainte est, semble-t-il, otage de vices de procédure pour gagner du temps sur l'émission de ces mandats d'arrêt contre Netanyahou et Yoav Gallant. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un débat particulier sur on aura les mandats d'arrêt, quand, comment, etc. Mais là, c'est le but. Le plus important, c'est le moyen. Et le moyen, c'est le titre de votre émission, c'est-à-dire la place du droit international. Et quand vous évoquez Sabra et Shatila, qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'époque? On pouvait dire que ce sont des crimes. Et puis on faisait une émission, on faisait des pétitions, on ne pouvait rien. Maintenant, on a la possibilité d'aller devant des juges, et des juges qui pensent pas, peut-être comme on le souhaiterait par rapport à l'importance de la cause, mais qui résistent parfaitement au poids lourd des États-Unis et d'Israël. Vous avez vu les décisions spectaculaires rendues par la Cour internationale de justice. Le procureur a été à la CPI, le procureur a été élu en disant avec moi,
il n'y aura pas de problème, on n'entendra pas parler de la Palestine. Et puis ensuite, les événements viennent, on fait un certain rapport de force, on donne une puissance des arguments, et il se rend compte qu'il est bien obligé d'agir parce que, au moment son mandat ne vaut plus rien, et que, comme c'est un génocide, ça a été bien rappelé, que la Cour qui ne pourrait pas bloquer le génocide n'a plus aucune autorité quand il pourrait s'en prendre à un chef local africain qui a commis un crime de guerre. Donc c'est un défi. Et on voit ces jours-ci une nouvelle dimension dans les débats qu'on va à l'arrêt, c'est que c'est même plus une question palestinienne, c'est une question de la paix et des peuples. Oui. Parce que si on laisse passer cela, c'est-à-dire un an de guerre contre des civils avec la volonté de détruire le peuple, donc le génocide, qui s'ancre dans un siècle d'organisation génocidaire, eh bien, on crée un modèle qui est disposable demain de partout. Oui. C'est-à-dire que j'ai un pays voisin qui a des champs pétroliers qui m'intéressent, qui a une zone de pêche qui m'intéresse, bord de passage, eh bien, je vais dire que historiquement, ma grand-mère avait une maison qui était là, et donc je peux dire. Oui. Donc, on est dans une logique. C'est dangereux. Qui est d'imposer le droit international, et vu de près, on les voit dans une situation que je dois qualifier de panique. Ils ont été pris la main dans le sac. On a sorti des lettres, des écrits où ils font une pression systématique sur les parlementaires des États-Unis pour que tous ces parlementaires puissent de tout relais pour que l'Afrique du Sud abandonne la procédure sur la Cour internationale de justice. Ça, c'est de la Cour internationale de justice à la CPI, donc des tardifs, parce que comme j'ai expliqué, il n'était pas là pour ça, il n'aurait pas en partie de la Palestine. Mais finalement, il a bougé, et non, les mandats d'arrêt, il arrive. Hein, je ne dis pas que c'est gagné, mais on est vraiment avancé. Les procureurs épousent l'autorité, sa crédibilité. Et on voit réapparaître qui fait quoi? Qui bloque la procédure en disant la Cour n'a pas compétence parce que la Palestine n'est pas un État. Oui. Donc on revient à votre question fondamentale. Et donc nous, toute la démonstration, c'est de dire, rappeler l'histoire de la Palestine et en distinguant bien l'existence de la reconnaissance. Mais est-ce que c'est quelque chose... Il ne faut pas laisser introduire l'idée que l'existence du peuple palestinien, que l'existence de l'État de Palestine dépendrait de la poignée de dirigeants totalement véreux, on ne peut pas dire autre chose, les grands criminels des États-Unis. Le peuple existe parce qu'il existe. Mais à ce moment-là, Maître Gilles Devers, dans votre plateau, il y a le message qui est de dire ne faites pas avec les peuples. Il y a un peuple palestinien. Justement, Maître, est-ce que vous m'entendez? Justement, est-ce que finalement cette procédure pourrait prendre de longues années finalement, alors qu'il y a une attente aujourd'hui, il y a même une urgence à délivrer ces mandats d'arrêt. Et donc, comment gérer la situation actuelle s'il n'y a pas au moins ces mandats pour, pour dire stop, pour dire que les juridictions internationales répriment et condamnent ce génocide à Gaza? Sur le plan technique, le procureur s'est décidé à demander les mandats d'arrêt le 20 mai. Compte tenu de ce que l'on voit dans d'autres procédures, c'est un délai d'environ 2 mois. Et pour couper ce délai, le Royaume-Uni est intervenu en disant « Ah, attendez, il y a un débat sur la compétence de la Cour vis-à-vis de la Palestine. » Donc il a suspendu la décision du procureur. Et avec l'appui immédiatement de l'Allemagne et même des États-Unis. Oui. Et ensuite, que font les juges? Les juges sont saisis de la demande d'État membre qui disent la Cour n'a pas compétence. Ils sont obligés de trancher ces litiges. Et comme la Cour est contradictoire, ils ouvrent le débat. Il y a eu 80 contributions qui ont été déposées. Moi, j'en ai déposé des habitants de Gaza, mais il y en a eu beaucoup qui ont été faites. Et donc, les États-Unis ont eux-mêmes déposé un mémoire. C'est une chose qui n'est pas assez sûre. C'est-à-dire que, je dis bien, ils sont dans une situation de panique. Parce qu'avant même le mandat d'arrêt, si la Cour réitère en disant qu'il y a un peuple palestinien qui est souverain sur sa terre et ça doit être résolu par le droit international, eh bien, c'est tout le système qui s'écroule. Oui. Donc, la Cour, elle est obligée de régler cette question. Je pense que ça devrait se faire dans le courant du mois d'octobre. La question qui va se poser là,
c'est est-ce qu'il y a des États qui vont faire appel? C'est une possibilité. S'il y a un appel, on va faire 4 à 6 mois, peut-être un petit peu moins. Oui. Et après seulement, on n'a pas d'appel. Donc, il faut bien mesurer, évidemment, l'aspect qui n'est pas symbolique des mandats d'arrêt, mais l'aspect fondamental est de rétablir la cause palestinienne dans son droit de Très bien. Qui échappe aux États-Unis et à Israël. Et le dernier mot sur les mandats d'arrêt, on dit, mais de toute façon, ils ne seront pas exécutés. Si les mandats d'arrêt servent à rien, pourquoi est-ce qu'ils nous font ces batailles de procédure invraisemblables? Justement. Ils sont extrêmement inquiets. Et je veux dire juste rapidement. que tous les États, et on va parler uniquement des États, là, ils vont être obligés de. Ça ne sera plus possible de dire oui, mais quand même, mais ce sont. C'est qu'il y a un mandat d'arrêt, Netanyahou vient à Paris, Macron donne l'ordre d'arrêter Netanyahou et de l'envoyer à La Haye. Donc vous allez avoir un basculement de la diplomatie européenne. Très bien. Justement, Maître Benbarahem, après Londres, Ottawa vient de suspendre donc une trentaine de licences d'exportation d'armes vers l'entité sioniste. C'est un peu le sentiment de panique dans lequel, est-ce que, en tout cas, on peut se poser la question, est-ce que ça peut être justement ce sentiment de panique dans les capitales occidentales qui ont couru pour soutenir immédiatement l'entité sioniste dans ce fameux droit à se défendre contre finalement la résistance palestinienne, qui recule aujourd'hui sur ce soutien et commence à peut-être considérer ce qui se passe? Effectivement. Sur ce plateau, il y a déjà quelques mois, déjà le 9 octobre, je crois, j'avais déjà dit que s'il fallait lutter contre l'État sioniste, il fallait d'abord aller vers les sanctions économiques. Et vous avez vu comment certains pays ont boycotté certains produits sionistes. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a une avancée, une sérieuse avancée, mais par les États directement. La première fois, c'était la population qui boycottait. Aujourd'hui, c'est les États qui retirent leurs armes, qui retirent leurs sociétés, qui retirent donc les banques, etc. Et ça, c'est un très très grand coup pour l'État sioniste, parce que l'État sioniste comptait beaucoup sur ses apports, se sentait fort parce qu'il recevait sans limite. Aujourd'hui, il ne reçoit plus, on lui retire tout. On ne lui a pas tout retiré, il reçoit peut-être un peu moins. Je parle des États qui ont directement annoncé qu'ils lui retiraient. Oui. Pour l'instant, il n'y a que l'Angleterre et le Canada. Mais il y a d'autres pays qui sont en train de retirer donc leurs aides ou de fermer directement leurs usines, de ne pas alimenter donc en fond ces usines. Et ça, c'est un sacré coup économique qui va certainement ébranler l'État sioniste. Maintenant, pour revenir à ce que disait mon cher confrère, il faut le dire, il faut reconnaître qu'il a fait un travail fabuleux. Il est venu avec nous en Algérie. Nous avons composé le groupe des avocats algériens et moi-même je suis allé donc en Turquie pour soutenir ce mouvement et être en liaison avec un des meneurs de la bataille juridique d'Afrique du Sud, le petit-fils de Mandela. Il est certain que après la réussite juridique extraordinaire, les sionistes vont se défendre. Ils se sont d'abord défendus, ils se sont déjà défendus. Ils ont fait des oppositions, alors ils parlent de nullité de procédure, ils parlent de procédés juridiques, c'est des nullités juridiques qu'ils sont en train de développer. Tout ça, c'est pour retarder le processus de la délivrance du mandat d'arrêt et surtout de l'exécution des mandats d'arrêt. C'est surtout ça. Parce que, comme disait Maître Devers, si on exécute les mandats d'arrêt, il suffit à Netanyahou de se déplacer quelque part à travers le monde et le travail serait fait. Mais il est trop intelligent, il ne se déplacera pas, n'est-ce pas? Il n'aura pas le courage de Poutine, évidemment. Mais disons une chose très claire, le dossier a terriblement évolué et sur le plan juridique, je suis d'avis avec Maître Devers, ça ne saurait tarder
et peut-être qu'on aura un résultat positif pour l'exécution des mandats. Kamal Mousavi. C'est-à-dire pour moi, pour revenir à la question de l'armement, donc le plus important pour les Israéliens, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas la Grande-Bretagne, ni mon grand moins. Le plus important pour eux, c'est vrai qu'il y a eu des employés des usines, par humanisme, par solidarité avec les Palestiniens, ont manifesté, ont refusé de travailler dans une usine qui fabrique des armes qui servent à tuer des enfants à Gaza. Mais en réalité, les Israéliens en ont besoin que d'un seul pays. C'est le plus important. Et le plus important pour eux, que le robinet des approvisionnements en provenance des États-Unis ne se tarit pas. C'est-à-dire, c'est ça le plus important, c'est leur plus grand appui. Que d'autres pays refusent, c'est un principe, c'est une posture. Mais la réalité du terrain, c'est le plus grand fournisseur d'armes et les plus sophistiqués en termes d'intelligence, en termes de technologie, en termes d'armement de dernier cri, ce sont les Américains. Mais Netanyahu avait vivement critiqué la décision non de seulement, ça reste politique, mais non seulement ça, c'est le plus important, c'est les États-Unis. Tant que les États-Unis fournissent des armes, ils sont tranquilles, parce que celui qui combat réellement aux États-Unis, enfin en Israël, à Gaza, aux côtés des Israéliens, c'est bien les États-Unis. Ce sont les premiers qui sont dépêchés sur le terrain pour apporter leur appui politique et militaire. À leur tête, on se rappelle la fameuse déclaration de Blinken qui a dit « Je suis venu en tant que juif ». Donc vraiment, c'est une logique. Il est venu non pas en tant qu'il a troqué son statut de diplomate contre sa religion. Ça, c'est d'un côté. Juste pour rappeler. Non, le sionisme, c'est autre chose. Non. Si on veut rebondir sur le sionisme religieux évangéliste, il est né en Biden qui avait dit je suis là en tant que sioniste. Biden aussi, oui. Vous le faites bien de le rappeler. Mais en même temps, ça explique une chose. Pour reprendre les propos de M. Abinin, c'est quoi? C'est que le fait que le christianisme, les évangélistes aux États-Unis, ce sont les plus grands soutiens et les plus importants lobbyistes en faveur d'Israël. Ils sont sionistes en étant chrétiens et non pas en étant d'origine juive ou de confession juive. Alors, donc c'est ça un petit peu la réalité des appuis américains à l'entité sioniste. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, ce qui se passe actuellement sur le terrain, c'est sur le plan des négociations. Aujourd'hui, les négociations piétinent non seulement parce que Israël n'a pas réussi parce qu'on n'a pas réalisé ses plans, et en plus, plus on massacre, plus on croit faire pression sur le Palestinien. Les Américains avaient proposé un plan en mai dernier que les Hamas avaient accepté, et immédiatement, il a été capoté par Netanyahou parce qu'il a lancé l'opération Arafat. Donc l'objectif, ce n'est pas simplement de massacrer, c'est vrai, on est en train de massacrer, mais c'est pour créer une zone qui n'est pas impossible, dans laquelle on ne peut pas y vivre. Donc on crée une zone où il est impossible de revivre parce que tous ces armes qui ont été utilisées et qui ont bombardé des civils et des habitations se demanderont des années et énormément d'années pour qu'elles soient reconstruites et qu'elles deviennent vivables. Donc c'est ça qui est la logique israélienne. L'après-génocide, la technique ou la théorie ou le plan israélien, c'est de celui des déclarations des premiers moments de l'opération Déluge al-Aqsa, c'est-à-dire chasser les Israéliens de Gaza, les Palestiniens de Gaza, rendre Gaza invivable et faire en sorte à ce que la résistance disparaisse à jamais. C'est ces trois plans qui n'ont pas été aussi. La question des réfugiés, plutôt des otages, n'existe pas, ne fait pas partie des calculs de Netanyahou, puisqu'il est en train de les tuer en même temps. Oui. Et la deuxième, c'est que la négociation, il n'en veut pas, parce que pour lui, il a l'espoir que Trump remporte les élections en novembre et qu'il vienne aussi lui apporter le soutien qu'il attend. Kamala Harris ne devrait pas le déranger non plus, elle a affirmé. Non, attendez. Qu'elle comptait soutenir de toute façon. Quand même, elle est mitigée quand même. Elle a des positions mitigées où elle est contre. Mais celui qui encore sera plus féroce pour les Palestiniens, c'est Trump, il ne faut pas l'oublier. Donc lui, il a décollaré qu'il Qu'est-ce qu'il pourrait apporter de plus que Biden? Biden qui apporte des milliards de dollars. Il ne veut pas de négociation. Trump ne veut pas de il faut écouter ses propos. Il ne veut pas de négociation. Il veut punir le Hamas. Donc punir le Hamas, c'est plus d'armes, plus d'argent et surtout plus de massacres. Donc quelque chose qui pourrait s'étendre aussi dans le temps. Bien sûr. Gamal Abina, il y a aussi cette question de déplacer la conflictualité par l'entité sioniste dans l'ensemble de la région et s'attaquer aux résistances locales. Et c'est quelque chose qui peut aussi s'étaler dans le temps et s'aggraver et se complexifier dans la région. Vous savez, quand un imbécile parle et annonce qu'il veut élargir le conflit et qu'il veut faire face au Hezbollah, je ris. Il oublie qu'en 2006, ils se sont déjà humiliés face au Hezbollah qui était équipé militairement.
Il ne peut pas faire face à l'Iran, il ne peut pas faire face au Hezbollah irakien, aux Houthis, donc c'est un imbécile qui parle. Il parle pour parler. Oui, ça fait des mois qu'il menace le Liban. Gamal Abina, Oui. il est soutenu avec les armes américaines, l'argent. Oui, mais c'est pas, ça ne fait pas la différence. Il y a pas on utilise un terme ridicule en France de game changer. Ça n'existe pas le game changer. Il faut les hommes qui sont déterminés à combattre. En l'occurrence, ces soldats ont du mal avec des Palestiniens sous-armés. C'est pas face au Hezbollah qu'ils vont faire le malin. Et puis surtout, il y a l'Iran derrière. Il y a une grande puissance industrielle. Moi, je vois le rapport, c'est que Netanyahou veut sauver sa peau parce qu'il s'est planté partout, parce qu'il a menti à son peuple en termes sécuritaires, parce qu'il était incapable d'écraser les Palestiniens comme il s'en est vanté, parce que c'est un lâche. Il envoie ses avions du ciel, il ne va pas au sol. Parce qu'il n'envoie pas ses enfants faire la guerre non plus. Hein. Il envoie les autres enfants. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose importante et essentielle à mon sens, c'est que là, vraiment, le signe de faiblesse absolue, c'est le droit. Ça a été évoqué un instant, et c'est bien de l'avoir évoqué. Lorsque ces messieurs font des pieds et des mains pour essayer de lever des vices de procédure, des nullités en l'occurrence, ils le font pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont des criminels. C'est un aveu de culpabilité. Quand on veut tout faire pour ne pas aller au procès, c'est qu'on sait que les faits sont constitués. Et donc moi je pense que sur le terrain militaire, il a perdu. Quand on est incapable de vaincre une résistance dans un territoire qui, il faut le rappeler, fait 45 km de long, c'est une goutte d'eau, hein, sur 6 à 12 de large, qu'on a les meilleurs systèmes de détection au monde, qu'on peut voir à travers le béton, ils ont des systèmes de vision à travers le béton, qu'on a une armada monumentale autour de ce territoire qui est encerclé et qui n'est pas alimenté hein, à l'extérieur, hein, donc ils se battent avec ce qu'ils ont, Oui. et qu'on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on va faire devant un Liban? Qu'est-ce qu'on fera dans la Syrie qui vient d'abattre à F-16? Qu'est-ce qu'on fera devant un Iran qui peut les frapper à tout moment à 1500 km de son territoire? Je dis que Netanyahou est un sauvage, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est un barbare. Je dis que Netanyahou est un imbécile heureux qui s'imagine encore que ses rêves vont se réaliser, mais les objectifs de guerre, je les rappelle tout de même. Libération des otages, on l'oublie. L'assassinat de tous les dirigeants palestiniens, il a assassiné effectivement ceux d'extérieur qui étaient des politiques, il n'arrive pas à toucher Yahya Sinwar et d'autres de ces caporaux et autres généraux. Oui. Ensuite et surtout le plus important, éradiquer la bande de Gaza, c'est-à-dire les déporter. C'est ça l'objectif de guerre qui est caché. Il ne peut pas l'atteindre parce que les Palestiniens ont refusé de vivre une nouvelle Nakba. Netanyahou est un criminel de guerre, Netanyahou est un mauvais Hitler, et Netanyahou est un véritable imbécile heureux qui s'imagine qu'il va encore gagner alors qu'il a perdu la guerre. Je vais donner rapidement et vraiment en une ou deux minutes la parole à Maître Gilles Devers à propos de ces États complices, donc notamment les États occidentaux aujourd'hui, complices aux côtés de l'entité sioniste. Est-ce qu'il pourrait y avoir des procédures judiciaires à leur rencontre pour leur complicité justement dans le génocide? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, pour l'action principale contre Netanyahou, ça démarre en janvier 2009. Donc il faut plus de 15 ans de procédure. Maintenant on est à l'écorce, on va y arriver. Mais on a déjà une procédure qui est prête contre les États-Unis parce qu'effectivement, il y a le financement et les livraisons d'armes et qu'on est en train de récupérer avec nos correspondants sur Gaza des masses de preuves, c'est-à-dire toutes les armes qui non exposées face auxquelles on peut récupérer même des indices et on va faire matériellement notre travail d'avocat, c'est-à-dire réunir les preuves. Et donc l'utilisation de ces normes en dit que rien. Alors pour le moment, la Cour a un gros morceau à avaler, c'est de retrouver sa compétence et de faire des mandats d'arrestation. Si vous voyez nos discussions, vous l'imaginez, 4 ans d'avance, qui va travailler fait, eh bien on attend cette étape, mais il est tout à fait clair qu'il y aura des procédures contre les États complices et les États-Unis. Et j'ajoute qu'il y a également une procédure qui est en préparation contre les juges de la Cour d'Israël qui valide entièrement les actes sur les criminels, les actes de torture, la privation de la Convention de Genève, la déportation. Tout ça, c'est validé par la France et on est en train de finir qui va concerner notamment les juges. Donc, c'est une démarche systématique, application du droit, recherche des preuves et condamnation. Et on est parti pour un. C'est méthodique. Maître Gilles Devers, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes avocat de la cause palestinienne devant les juridictions internationales. Je vous remercie également Maître Fatma Zahra Ben Brahim, avocate, juriste et chercheuse en droit de l'histoire. Et je remercie également Gamal Abina, journaliste et analyste des questions internationales. Merci également à Kamel Mensari, notre consultant pour les questions internationales et donc directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci à vous de nous avoir suivis comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et à bientôt.